Merci. Donc, bienvenue à ceux qui ont sacrifié 2 heures de vacances pour ce sujet qui est tout sauf folichon. Euh, on progresse, c'est-à-dire qu'on avance dans le caractère un peu bariolé et qui est pour beaucoup énigmatique des différentes formes de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme, enfin de la haine des juifs, la judéophobie. On peut lui appliquer toutes sortes de noms. Et la dernière fois, on a vu quelque chose qui appartenait à l'esprit français, c'est-à-dire l'antisémitisme voltairien, puis celui qui a survécu à l'émancipation et à la Révolution française, puis qui a amené des Juifs à s'intégrer à l'appareil d'État français euh, à une très grande vitesse, c'est-à-dire il y avait dans tous les corps d'État, à partir de la période de Napoléon III, même un peu avant, il y avait des Juifs et dont Dreyfus, qui était donc qui avait fait des études à Polytechnique, Alfred Dreyfus, et c'est l'affaire Dreyfus qui a déclencher un processus de lisibilité maximale de l'antisémitisme, c'est-à-dire la France avec ses écrivains, avec cette manière qu'elle a de traiter euh, le droit du sol, avec les difficultés qu'il y a à intégrer l'idée que des juifs sont des gens comme les autres, donc une certaine manière d'opérer qui lui est spécifique nous a amené à la Révolution nationale et à Pétain, et d'une certaine façon un petit peu au Front national après la guerre, même s'il y a des discussions pour savoir si le Rassemblement national, qui est donc l'héritier du Front national, a repris cette forme d'antisémitisme typiquement français, c'est-à-dire qui est pas racialiste, qui est culturel et qui pioche un peu dans le catholicisme, voire plus largement dans la haine de ceux qui ne font pas partie de la terre, et la terre ne saurait mentir. Là, on va parcourir 3 formes d'antisémitisme. Je les ai choisis tous les trois parce que d'abord il faut les traiter et que l'antisémitisme allemand est relativement connu. Donc j'ai ajouté 2 formes d'antisémitisme moins connues, qui ont passé un peu sous les radars. L'antisémitisme soviétique, enfin russe puis soviétique, et polonais. Et lors de notre prochain rendez-vous au mois de mai, je reviendrai sur quelque chose que j'ai pas traité de manière lisible, à la fois pour des raisons de sécurité et aussi parce que il est devenu un antisémitisme qui était un antijudaïsme qui était ancien et qui est maintenant couvre la quasi-totalité du territoire mondial. C'est évidemment la haine des Juifs en islam, dans les pays musulmans et dans les pays où l'islam fait parler de lui. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Alors, avant qu'on s'attaque aux Allemands et à la construction de la nation allemande, et avec le rôle qu'ont joué les Juifs dans cette construction, donc comme le rôle qu'ont joué les Juifs dans la construction de la nation française, et en tout cas de la République française, mais c'est différent. Euh, j'ai choisi 4 extraits musicaux allemands, de musiciens allemands, entre autres parce que on a tous, d'une manière ou d'une autre, une passion pour la culture et surtout pour la musique allemande. Et je me rappelle ce que disait Lévinas, mais moi-même, ça avait rencontré mes propres doutes. La culture n'immunise pas contre la haine et contre l'antisémitisme. Et les Allemands ont eu à la fois des très grands musiciens, c'est-à-dire un peuple très cultivé, en tout cas c'est comme ça qu'on le désigne, et ça ne les a pas vaccinés contre la haine, une haine absolument incroyable, et ça n'a pas empêché la Shoah. Donc le premier, dans l'ordre chronologique, c'est un extrait de Heindel, qui a à la fois vécu en Angleterre mais qui est allemand, et c'est un morceau très connu qui est la Sarabande.
Alors, euh, s'il faut dater, et il faut le faire, euh, l'antisémitisme allemand dans sa spécificité. Des Juifs en Allemagne, il y en a eu pas tout le temps, mais beaucoup, à partir du Xe siècle et le long de la vallée du Rhin, le long de la Meuse, dans cette partie de l'Allemagne qui était accolée à l'Alsace et à la Lorraine, et en Alsace et en Lorraine, mais ça, euh, on le savait, et des Juifs donc qui étaient dans des villes et qui était de langue allemande. À titre, enfin d'anecdote, c'est pas une anecdote, mais le yiddish, qui est donc la langue parlée puis écrite des Juifs ashkénazes, vient de là. C'est le signe d'une migration qui est assez rare, c'est-à-dire une migration vers l'Est, où les Juifs allemands ont progressivement abandonné la Bavière et les différentes parties de l'Allemagne qui étaient à l'ouest de l'Allemagne ou à l'ouest des territoires de langue allemande et qui ont petit à petit migré vers la Pologne et en partie vers la Russie les ayant empêchés de tout temps, on en parlera tout à l'heure, d'entrer dans le territoire russe et ils se sont trouvés donc bloqués entre la Pologne et la Lituanie au nord et Odessa au sud, c'est-à-dire ce qu'on appelait la zone de résidence. Et là, ces Juifs ont subi, malheureusement, il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus, un antisémitisme classique. Ils étaient régulièrement massacrés, puis régulièrement rappelés euh, par les différents pouvoirs politiques qui géraient les différents États allemands. Et on peut dire, malheureusement, en tout cas sans ironie, que c'était un antisémitisme de routine. Il n'y avait rien ici de particulier. Il était pour l'essentiel chrétien, c'est-à-dire les Juifs euh, comment dirais-je, se moquent du christianisme, ils ont tué Jésus, Judas est responsable de la mort de Jésus, ils méprisent le christianisme, ils méprisent les chrétiens, euh, ils travaillent l'or, ils prêtent de l'argent, enfin tout ce qu'on a déjà vu leur était attribué sans qu'il y ait quoi que ce soit de spécifique. Ce qui devient tout à fait original, dans le bon mais surtout dans le très mauvais sens du terme, c'est l'apparition de Luther. Luther, donc, on est au XVIe siècle, 1517, 1510, 1517, 1536. Euh, c'est la réforme. C'est ce qu'elle a de particulier, la réforme? Elle se déroule en deux temps. Premier temps, Luther, pour pouvoir lutter contre l'Église et le pouvoir de Rome, va aider à la construction du nationalisme allemand. C'est-à-dire, il va traduire la Bible en allemand, la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et il va écrire même un livre qui s'intitule Car Jésus est né juif. C'est-à-dire qu'il essaye d'intégrer le passé du christianisme, le socle du christianisme, au christianisme lui-même, et il est, comment dirais-je, au moins sur le plan littéraire, on ne lui connaît pas beaucoup d'amitié avec ses voisins juifs, il y en avait évidemment là où il habitait, mais sur le plan théorique, il considère que les Juifs ont, l'Ancien Testament, les Hébreux, ont inventé quelque chose d'inouï, qu'il faut s'y attacher, et que la lecture de l'Ancien Testament permet de penser euh, une Allemagne, c'est-à-dire un nationalisme qui serait détaché de Rome. Au fond, ce qui est reproché aux Juifs, c'est-à-dire d'être un peuple séparé, Luther va l'appliquer aux Allemands. Et si il dit, si on veut être un peuple séparé, il nous faut comme modèle l'Ancien Testament. C'est quelque chose de relativement étonnant. On sait que pour l'antisémitisme français, l'intérêt pour l'Ancien Testament est proche de zéro jusqu'à aujourd'hui. Luther va introduire l'Ancien Testament en langue allemande dans le rituel, évidemment sans abandonner pour autant le Nouveau Testament, mais le socle est un socle nationaliste et de manière positive et non pas négative, parce que ça va devenir extrêmement violent,
je vais dire quelques mots là-dessus. On retrouve ça chez les Noirs américains qui vont s'identifier au destin des Juifs et qui vont chanter la sortie d'Égypte, qui vont chanter la libération, c'est-à-dire qui vont voir dans le peuple juif un paradigme de leur destin en tant que peuple noir. Donc, c'était pas obligatoirement une attitude haineuse. Et au début, chez Luther. Et au début, elle ne l'est pas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va se produire, on le verra la fois prochaine, avec l'islam. Il se tourne vers les juifs et il leur dit, vous n'avez plus besoin d'être juifs. Je vous ai intégré dans la réforme. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de l'Église parce que nous sommes hostiles, pas que lui, mais les différents gouvernants des différents États allemands, de langue allemande. Nous sommes hostiles à la papauté et vous êtes les bienvenus à l'intérieur de la réforme. Et on sait que de tout temps, les réformés ont eu un intérêt particulier pour l'Ancien Testament et les Juifs. Mais bon, Luther était quelqu'un, il y a des études, savoir s'il était complètement fou ou à moitié fou, hystérique. Évidemment, des gens qui se lancent dans des trucs comme ça ont fatalement un pet au casque, sinon ils ne le font pas. Euh, il est, et les mots sont faibles, extrêmement déçu par la totale indifférence des Juifs à la réforme. Et ça va se produire, ça s'est produit avec l'islam. Les Juifs vont pas se rallier à l'islam alors que Mahomet leur dit, mais vous êtes des nôtres, j'ai intégré une très grande partie de l'Ancien Testament dans le Coran. Et d'une certaine façon, ça nous renvoie à ce verset de la Bible qui est repris dans le Talmud, que les Juifs sont considérés comme un peuple à la nuque roide. C'est-à-dire, ils ne bougent pas. Ils considèrent qu'ils ont reçu une révélation qui a provoqué des massacres absolument inouïs parce que elle a été la source en grande partie de la haine mondiale, mais qu'ils pensent que ce qu'ils ont est le meilleur et qu'il n'y a aucune raison qu'ils se rallient à quoi que ce soit d'autre et surtout à quelque chose qui a une vocation universelle telle que celle que Luther va promouvoir. Et donc Luther, pardon, va terminer sa carrière. La présence d'une vie juive sur le territoire actuel de l'Allemagne est évoquée pour la première fois à Cologne dans un décret romain datant de 321. Merci. Donc il y avait des en Allemagne, en tout cas dans les pays de langue allemande. Et le dernier livre, alors qu'il est très malade, on peut mettre ça sur le compte de sa maladie, mais à dire vrai, Luther termine ce périple qui va de Jésus est né juif et les juifs sont des gens extraordinaires par un autre livre. Et ce livre, c'est, je voudrais vous donner le titre exact, Des juifs et leurs mensonges. Bon, le titre dit exactement de quoi il est question. Il accuse les Juifs de mentir, il accuse les Juifs d'être des êtres ignobles, des sous-hommes. En fait, tout ça est un argumentaire euh, qu'on connaît, mais qu'il reprend à son compte, tout simplement parce que on n'a pas connaissance, sauf dans des cas où ils étaient contraints et forcés, de Juifs qui se sont ralliés alors au protestantisme, c'est-à-dire au christianisme réformé, uniquement de leur plein gré. Il y en a eu, hein, un petit peu, mais pas beaucoup, et en tout cas rien de significatif, et ça n'a pas provoqué la disparition des Juifs. Au contraire, ça a aggravé leur situation, le fait de vouloir continuer à être séparés. Donc, du livre euh, sur Jésus qui est né juif, au livre Les Juifs et leurs mensonges, qui est un livre d'une haine absolument inouïe. On, bon, j'aime pas trop employer des expressions trop triviales, mais quand on lit des Juifs et leurs mensonges, on a vraiment le sentiment qu'il a pété les plombs. Et c'est le socle du protestantisme. Et d'une certaine façon, quand on fait, j'ai fait il n'y a pas longtemps une conférence dans un temple à Toulouse, bon, j'essaye de rester poli et de ne pas le leur rappeler, parce que c'est des choses qu'ils ont mises sous le tapis. Il y a une admiration pour Hitler et tout ça, pour Hitler, pardon, pour Luther. Et Hitler était un admirateur, mais inconditionnel de Luther. Tout ça est logique.
mais ça fait pas partie, disons, de l'évangélisme et de la bonté protestante telle que les protestants se perçoivent comme chrétiens. Donc, le déclenchement de ce processus remonte au XVIe siècle et il y a donc une spécificité antisémite, anti-judaïque, mais antisémite, parce qu'elle va coudre les deux. Petit à petit, et on le sait, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, l'antisémitisme allemand va être un racialisme, beaucoup plus que dans le cas français. Et ce racialisme s'appuie entre autres sur le fait que les Juifs sont perçus comme un peuple et sont perçus comme une race, et que cette race a un texte qui est l'Ancien Testament. Donc la spécificité du racialisme allemand, c'est qu'ils sont juifs parce que depuis 2000 ans, ils sont une race qui est incompatible avec la race allemande. Alors, autre caractéristique euh, de l'antisémitisme allemand, c'est le rôle qu'ont joué les philosophes. Alors, les philosophes ont joué un rôle important, bien qu'il n'y avait pas grand monde qui lisait la philosophie, pas plus à l'époque que maintenant, mais ont joué un rôle important dans la constitution de la personnalité allemande. L'Allemagne s'est trouvée, surtout après 1789, pétrie d'une jalousie folle de ce que les Français avaient réussi à faire avec la Révolution française. Et donc, ils cherchaient à justifier sur le plan philosophique un modèle allemand. Et ce modèle allemand va passer par le fait de s'écarter du modèle juif. Et donc, tous les grands philosophes allemands, sauf un, j'en dirai un mot, ont été antisémites, mais de façon incroyable. Alors qu'en France, on a eu Rousseau, Diderot, même Voltaire, qui était quand même quelqu'un d'assez tordu là-dessus, ont été des philosophes qui n'étaient pas antisémites. Les philosophes allemands l'ont tous été. Alors, Emmanuel Kant, est-ce que j'ai une phrase de Kant? Il dit, le judaïsme n'est pas une religion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transcendance. On le sait, les juifs regardent en face d'eux. C'est ce qu'a appris Lévinas, c'est le vis-à-vis, c'est autrui, c'est le visage. Alors qu'évidemment, le christianisme lève les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'il admet qu'il y a quelque chose d'incompréhensible qui est le but de la vie de chacun, à savoir un Dieu inconnu, ou en tout cas un Dieu dont on ne sait pas trop quel est son statut, mais qui est le Dieu des chrétiens, et qui plus est, à cause de ce caractère inconnu, a trouvé nécessaire, ou ils ont trouvé nécessaire, de lui donner un fils. Donc, je répète la phrase de Kant, il en a écrit des tartines. Le judaïsme n'est pas une religion parce qu'il y a une absence de transcendance, mais un ensemble d'obligations légales révélées. C'est un système d'obligations légales, et auquel cas, ça ne vaut rien, en tout cas aux yeux de Kant. Hegel, c'est encore pire, parce que Hegel, si ça peut être pire, mais c'était pire. Hegel a mis en place un système, le système hegelien, dont il était très fier. Il considérait que après lui, il n'y aurait plus rien, évidemment. C'était une grave erreur, mais bon, il pensait qu'il avait bouclé l'histoire de la philosophie. Et pour chaque période, il y a eu un moment, un peuple qui était le peuple qui était l'esprit du temps. Les Grecs ont été l'esprit de la période grecque, ça a disparu, c'est-à-dire ça a été annulé par Rome avec un esprit romain, puis ça a été annulé par les féodaux, l'esprit du temps, puis ça a été annulé par la bourgeoisie. Et la dernière étape, c'est, comment dirais-je, l'esprit absolu. Il était chrétien et assez proche du christianisme, enfin il était chrétien égal. L'esprit absolu est la dernière étape après laquelle il n'y en aura pas d'autre. Et c'est lui qui a découvert tout ça. Quel est le problème qu'avait Hegel? Ça me fait rire, mais bon, les philosophes me font souvent rire. C'est comme quelqu'un qui fait un paquet, sa valise, il range tout soigneusement. Première couche, les caleçons, deuxième couche, les chemises, troisième couche, les pantalons, quatrième couche, la veste. Il referme la valise et il y a un truc qui dépasse, les juifs. Il rentre nulle part dans les catégories qu'il a édictées. Il redéfait la valise, il recommence, et à nouveau, les Juifs dépassent. Ne sont pas classés
selon sa classification absolument imparable. Et donc, à cause de ça, il considère que les Juifs, qui auraient dû disparaître, je vous rappelle le raisonnement d'Hegel, ils auraient dû disparaître quand ils ont fait leur temps, c'est-à-dire au moment de l'Ancien Testament. Et le christianisme les a annulés. À partir de cette époque, il ne devait plus y avoir de juifs. Le fait qu'il y en ait encore, et qu'il y en ait sous son nez, et qu'il y en ait chez les jeunes hegéliens, Karl Marx, qui est un jeune hegélien, et Moses Hess et d'autres, Moses Hess qui va devenir sioniste, était quelque chose de totalement insupportable pour quelqu'un qui avait inventé un système imparable. Et donc, le fait que les Juifs n'entraient dans aucune de ces catégories telles qu'il les avait édictées, on va le retrouver dans beaucoup de formes d'antisémitisme. Antisémitisme intellectuel, on crée un système, un philosophe crée un système, ou une manière de lire la réalité, et les Juifs ne sont pas dedans, ils sont à côté, ils ne rentrent pas dedans, ils représentent soit un truc qui dure depuis 2000 ans, donc ça n'a aucun sens, soit quelque chose qui est tout le temps devant, et ça n'a pas plus de sens non plus. Et donc, Hegel a écrit des textes dans l'esprit du christianisme et la phénoménologie de l'esprit qui sont absolument épouvantables contre les Juifs. Mais son boulot était de constituer la nation allemande et de la mettre au bout du processus, c'est-à-dire tout le processus va aboutir au meilleur, c'est-à-dire la nation allemande. Schopenhauer, alors Schopenhauer est quelqu'un de plutôt intéressant et très noir. Il a écrit des textes violents contre l'antisémitisme, mais moi j'ai retenu surtout une phrase que je sors chaque fois que je peux la sortir, ce qui n'est pas grand-chose, parce qu'il a écrit plus de 1000 pages. Il a dit, la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui était malin, mais extrêmement violent, extrêmement antisémite, comme si la langue allemande induisait ce type de comportement. Pareil, je vais en dire deux et après on va écouter un peu de musique. Fichte, Fichte, il a écrit un discours, il a écrit toutes sortes de textes, un philosophe, mais il a écrit un discours à la nation allemande. Et dans ce discours à la nation allemande, il dit très clairement, il faut se débarrasser des Juifs. C'est-à-dire, tant que nous aurons cette impureté dans le dispositif allemand, nous ne pourrons pas nous constituer comme une nation allemande. C'est un discours qu'on va retrouver dans plein d'endroits, euh, à savoir, il faut une population homogène et les Juifs, à cause de leur histoire, à cause de leur spécificité, à cause du fait qu'ils vivent séparés, à cause du fait que l'antisémitisme les maintient séparés, ne permet pas donc la constitution de la nation allemande. Et Nietzsche, je termine avec lui, Nietzsche, c'est quelqu'un de très étonnant. Moi, je suis assez admiratif de ses aphorismes, de sa philosophie. Il était un très, très grand admirateur de Wagner. Et il lui écrivait tous les jours des lettres en lui disant, plutôt que philosophe, j'aurais aimé être compositeur. Et évidemment, Wagner était parti chercher euh, dans des histoires païennes les thèmes de ses opéras. Mais Nietzsche, ça lui plaisait pas. Il trouvait que euh, dans toute cette mythologie païenne, il y avait quelque chose de régressif, ce qui est vrai. Et petit à petit, il s'est séparé de Wagner. Et quand il s'est aperçu que Wagner était un antisémite, mais forcené, lui aussi. Ça, c'est pas des antisémites modérés, tous les gens dont je vous ai parlé. Par exemple, il a accusé Meyerbeer, qui était un juif contemporain de Wagner, de lui avoir volé la place de plus grand compositeur allemand. Aujourd'hui, plus personne ne monte Meyerbeer. Et bon, on monte encore Wagner pour ceux qui supportent de rester assis dans un fauteuil, plus de quatre plombes, à regarder des gens déclamer des histoires totalement insensées. Mais j'ai vu le ring, je croyais que ma dernière heure était venue. Monté par Bob Wilson, c'était d'une beauté inouïe. Ma fille était assistante de Bob Wilson, ma fille Maya. Et donc, à Paris, c'est une anecdote, et après on passe à la musique, elle vient avec lui et au Châtelet, c'était. Et elle me dit, écoute, il faudrait quand même que tu vois le ring et tout. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je t'ai fait pour... Bon, enfin, c'est ma fille. Et donc, j'y vais avec ma femme. Et habillés un peu comme des néo-ruraux, et les places étaient des places à 100, l'équivalent de 100 euros.
Et on avait des places au balcon devant au premier rang. Et la femme qui nous place nous regarde et elle nous accompagne au balcon au premier rang. Et je me sens obligé de lui dire quelque chose. Et je lui dis, eh oui, madame, on est obligé. Ça n'a pas fait rire du tout. On est resté 4 heures à regarder ça. Il y a une puissance incroyable, surtout chez Bob Wilson et les lumières et les couleurs, enfin bref. Mais donc Nietzsche se fâche avec Wagner. Wagner, avec sa femme Cosima, va monter, enfin les héritiers vont monter Bayreuth, lui et Bayreuth, et Hitler ira régulièrement à Bayreuth. Sur le plan culturel, il a offert à l'Allemagne une personnalité musicale qui est spécifique. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays qui compose et Wagner n'a pas de descendance, ni d'héritier, personne ne compose comme lui. Alors, deuxième extrait musical, donc un autre Allemand, pour l'instant c'est les Allemands qu'on est contents d'écouter, Jean-Sébastien Bach, un concerto brandebourgeois, et pour ceux qui ont suivi le numéro 2, un extrait, et pour ceux qui ont suivi les différentes conférences sur l'antisémitisme, vous savez que j'ai une passion pour Jordi Savall, et donc c'est un extrait interprété par Jordi Savall, le musicien catalan, et sa formation qui s'appelle le Concert des Nations. J'aime beaucoup Jordi Savall, je trouve que ses interprétations sont paisibles. Alors que les concertos brandebourgeois de Bach sont souvent joués avec, à mon avis, beaucoup trop d'énergie. Donc, on continue euh, en Allemagne, et là, on a une bascule qui va avoir un héritage hors l'Allemagne. Là, les philosophes dont je vous ai parlé, et l'Allemagne en tant que telle, elle va aller en ligne droite jusqu'à Hitler. Mais là, il va y avoir une rupture dans un courant qui, lui, va devenir internationaliste. Bien entendu, c'est Karl Marx. Alors, Karl Marx, donc 1840, 1850, il est chassé d'Allemagne et il est à Paris avec donc Moses Hess, avec Heinrich Heine, donc des intellectuels allemands, des juifs intellectuels allemands, et il se sent tenu de répondre à un article, un texte de Bruno Bauer, euh, qu'il a intitulé, Bruno Bauer l'a intitulé La question juive. Et Karl Marx va reprendre et va développer une thèse. La thèse de Bruno Bauer, c'est que il faut émanciper les Juifs, mais comment émancipe-t-on les Juifs en Allemagne? Il faut qu'ils deviennent chrétiens. C'est-à-dire, il y a une étape. Et une fois qu'ils sont devenus chrétiens, on les émancipe en même temps qu'on émancipe les chrétiens, puisque pratiquement personne n'était encore émancipé en Allemagne à cette époque. Et Karl Marx, qui est quelqu'un que c'est une tête et qui a des raisonnements absolument inouïs, dit le raisonnement de Bruno Bauer est absurde. Pourquoi les Juifs réclameraient le droit d'être émancipés et surtout pourquoi devraient-ils devenir chrétiens alors que c'est une absurdité et que, bien entendu, ce qu'on appelle des hégéliens de gauche, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait des hommes de gauche. Euh, euh, Karl Marx va devenir donc celui qui a écrit le manifeste du Parti communiste, donc fondé un mouvement révolutionnaire mondial. Euh, on n'a pas besoin du christianisme. Et il va donc écrire dans la question juive, quelques passages où il décrit les juifs. Alors, il y a des milliers de textes sur Karl Marx et sur sa pathologie. Moi, je crois qu'il y a une pathologie, c'est vrai, mais une pathologie d'intellectuel, pas une pathologie juive. C'est-à-dire, il doit se positionner. En fait, Karl Marx, son père, s'est converti au protestantisme. Mais sa mère et lui et ses frères et sœurs n'ont été convertis que quand ils ont eu chacun, enfin Karl Marx avait 6 ans. C'est-à-dire il a vécu dans une famille où il n'y avait que des rabbins, du sol au plafond. Et je crois que j'avais énuméré et travaillé sur cette question avant que ça finisse par sortir. Toutes les biographies de Karl Marx, pendant très longtemps, commençaient quand il a 20 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait avant? Ben, il était dans une famille
protestante par son père, éclairé, mais sa mère était une Philips, celle des électrophones, et donc des rabbins hollandais, 5 ou 6 rabbins dans la famille, et pas n'importe lesquels, et le frère du père de Karl Marx, donc son oncle, qu'il voyait régulièrement à la maison, était le grand rabbin de Trèves, la ville où il habitait, la ville où son père habitait. C'est-à-dire il y avait un cumul de rabbins absolument inouï, peut-être 14, 16, 17. J'ai arrêté à un moment de les compter. Et on ne lui connaît pas un attrait particulier pour l'Ancien Testament, qu'il n'a pas annoté, qu'il n'a pas lu. Par contre, avec la tête qu'il a, moi je connais beaucoup de rabbins qui lui ressemblent, et le fait qu'il était décrié comme rabbin, qu'il était traité de rabbin, et que dans le mouvement ouvrier, non, ouvrier pas juste, dans le mouvement révolutionnaire intellectuel allemand, il y avait beaucoup, beaucoup de juifs, dont Lassalle, qui était comment dirais-je, le fondateur et le chef du Parti social-démocrate. C'est-à-dire la social-démocratie allemande a été fondée par un juif total qui était d'une famille ultra-orthodoxe. Bon, il a changé son nom, il s'appelait Lassalle, mais Marx ne l'avait pas. Marx, qui était jaloux comme ce n'était pas permis, n'arrêtait pas de le traiter partout, tout le temps, du juif crépus, parce qu'il avait les cheveux crépus, Lassalle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est un passage seulement. Quel est le fond profane du judaïsme? Donc, il ne va pas s'attaquer à la religion, qui l'amènerait, dit-il, euh, au catholicisme, c'est-à-dire la foi. Il va s'occuper du comportement des Juifs. Quel est le fond profane du judaïsme? Le besoin pratique, c'est-à-dire le fait de faire des affaires, le fait de ne pas avoir de transcendance. Il reprend l'idée hégélienne, c'est-à-dire le fait que si vous faites les mitzvot, vous êtes bon. Moi, j'ai déjà entendu cet argument très souvent. Pour l'anecdote aussi, lorsque a été fondé l'Institut d'études lévinassiennes à Jérusalem, entre Béni Lévy, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, il se trouve que j'étais en Israël à l'époque, donc j'y suis allé, puis j'ai écouté, je parlais avec eux, c'est des gens que je connais, et à un moment, Béni Lévy repart à l'attaque contre Finkielkraut et lui dit, tu devrais aller à la synagogue et commencer à étudier le judaïsme. Et Finkielkraut répond, mais je n'ai pas la foi. Donc pourquoi est-ce que tu me casses la tête avec ça? Et Bernard-Henri Lévy lui dit, tu n'as pas besoin d'avoir la foi. Et Béni Lévy surenchérit et il dit, il suffit que tu fasses les choses. Tu prends les mitzvot et tu les fais. Et tu n'as pas besoin de croire en Dieu. Donc Karl Marx est sur cette ligne. Donc quel est le fond profane? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est son Dieu profane? L'argent. Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, donc que le juif renonce à ce qui était son activité jusque-là, c'est-à-dire le change, le trafic, l'argent, la banque, par conséquent, du judaïsme réel, c'est-à-dire il attribue au judaïsme le fait que les juifs trafiquent de l'argent, ça n'a strictement rien à voir. Les juifs trafiquaient de l'argent et prêtaient à intérêt parce que c'était la situation dans laquelle ils se trouvaient. Dans le judaïsme, on trouve strictement rien qui pousse à ça. La seule différence avec le christianisme, c'est que le prêt à intérêt n'est pas interdit par le judaïsme alors qu'il est interdit dans le christianisme. Donc, le trafic et l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, s'ils font ça, l'époque elle-même, actuelle, s'émancipera du judaïsme. Donc, il faut s'émanciper du judaïsme pour éviter que le monde soit capitaliste. On entendra cette litanie tout le long de l'antisémitisme allemand, à savoir ils ont des banquiers, à savoir ils sont des gens qui trafiquent alors la lettre et le change. Le change pour l'argent, la lettre, c'est-à-dire l'idéologie. Bon, après, il ne reviendra pas là-dessus, Karl Marx, après ce livre, qui est un livre de jeunesse, parce qu'il sera très occupé à fonder l'internationale communiste, à se battre avec toutes sortes de gens, à essayer de couler Proudhon. Proudhon, qui était un antisémite fini, mais c'était un révolutionnaire très populaire, anarchiste français. Et Karl Marx était fou de rage à l'idée que cet illettré amateur puisse avoir autant de succès, mais bon, c'était le mouvement révolutionnaire français qui était
un mouvement anarchisant. Donc, il va parvenir là-dessus, mais dans son courrier, ces lettres ont été publiées, il n'en rate aucun. Dès que quelqu'un est juif, il lui met un flot d'injures et lui écrit Youpin, des trucs comme ça. Et donc, il y a une pathologie dont on peut penser, mais c'est pas très intéressant en tout cas. Il y a quelqu'un qui a fait un livre une psychoanalyse de Karl Marx, plus de 1000 pages. J'ai lu les 100 premières, puis j'ai laissé tomber. Un dénommé Arnold Kurzli, un Allemand, pour dire que c'est une pathologie de haine de soi, peut-être. Alors, William Marr. William Marr est donc en 1882, c'est lui qui, dans un article, c'est un antisémite, en tout cas c'était quelqu'un qui hait les juifs, un Allemand, il va créer le terme antisémitisme. C'est à lui qu'on le doit. Et si il ne l'avait pas donné, je ne sais pas, on continuerait à dire judéophobie. En tout cas, le mot antisémitisme, c'est-à-dire le mot qui définit les Juifs comme une race, et que la race allemande n'est pas la race des Juifs, et donc on rentre dans une logique très clairement racialiste, qui est donc une haine des Juifs qui est différente de la haine des Juifs de l'époque Dreyfus. C'est un dénommé donc William Marr qui l'a institué en 1882, en tout cas qui a sorti le terme et qui est resté. Après Wagner, je vous en ai parlé, il y a énormément de bouquins, de livres sur Wagner, et le pire de tout, il y a un juif que Kant admire, c'est Mendelssohn, c'est le grand-père des musiciens. Les musiciens vont se convertir au christianisme, mais Mendelssohn était une tête, une sorte d'apax. Il était extrêmement pointu sur le judaïsme. C'était un très grand et un très bon connaisseur du judaïsme hébraïsant, la Bible, le Talmud et tout. Et c'était un excellent philosophe. Et il pensait que l'articulation des deux était possible. Les Allemands et Kant l'admiraient et en même temps disaient quel dommage qu'il soit juif. On a dans la population allemande plusieurs cas de ce genre. Hermann Cohen, euh, comment il s'appelle, celui qui a écrit L'Étoile de la Rédemption. Ah, j'ai des problèmes avec le nom. Qui a commencé en voulant se convertir au christianisme et puis, au bout du compte, est resté juif. Il raconte que le jour où il devait rentrer dans une église, il a vu, quelqu'un me donne son nom? Oui, Franz. Merci. Euh, et il est resté à l'intérieur du judaïsme. Martin Buber, euh, qui a eu un conflit verbal assez enfin, délicieux et inouï euh, avec son collègue, celui qui a écrit le spécialiste de la Kabbale. Aujourd'hui, j'ai plein de problèmes de nom. L'Allemand qui est parti en Israël, qui a fondé l'Université hébraïque de Jérusalem. Lorsque Martin Buber a été accueilli par cette personne, dont je retrouverai le nom, mais que vous connaissez, et, euh, et qui est donc celui qui a traduit la quasi-totalité des textes de la Kabbale en allemand puis en français. Il a été accueilli donc à Jérusalem et il lui a dit, c'était en 55, donc après la guerre, il lui a dit, je suis content de te voir. Moi, je suis parti en 33, toi, tu es resté. Et tu as pensé que tu pourrais contribuer à faire un pont, à produire un pont entre l'âme allemande et l'âme juive en traduisant à nouveau la Bible en allemand. Et il lui dit de manière très ironique, est-ce que tu en es content? Évidemment, Martin Buber était mort de confusion et surtout, il ne s'attendait pas à être accueilli de cette façon. Donc Mendelssohn, Weber, et ça c'est important, Weber va inventer un concept qui va servir aux universitaires mais qui n'est pas inintéressant, c'est celui de peuple paria. Il va reprendre l'idée des parias de l'Inde, c'est-à-dire des castes, et donc, les Juifs sont une caste. C'est un sociologue, Weber, pas inintéressant. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le judaïsme antique, qui est un des meilleurs livres encore aujourd'hui sur le judaïsme antique. Et il dit, au fond, les Juifs sont un peuple paria dans des sociétés où il n'y a pas de caste.
c'est-à-dire ils se maintiennent comme une caste alors qu'ils vivent dans des sociétés. Voilà, on voit le livre. Et si quelqu'un me souffle le nom de celui, Gershon Scholem, voilà, merci. Ça m'est revenu quand même tout seul. C'est lui qui a accueilli Martin Buber à Jérusalem avec cette remarque sarcastique. Tu as traduit à nouveau la Bible en allemand, tu as milité pour créer un pont entre ces deux civilisations, la civilisation allemande et la civilisation juive, c'est-à-dire le judaïsme. Est-ce que tu es content du résultat? Alors, voilà, on se rapproche. Je vais accélérer parce que là, on se trouve dans un domaine qui est plutôt connu. Il y a des figures juives qui vont se trouver, elles aussi, partagées entre christianisme et judaïsme. Je pense par exemple au musicien Arnold Schoenberg, qui a écrit un opéra absolument splendide, dodécaphonique, donc assez pénible à écouter, mais magnifique, qui est Moïse et Aaron. Et c'est celui qui est le monté le plus souvent. Euh, il est né d'une famille juive ashkénaze. Il était fasciné par le christianisme. Mais Moïse et Aaron est quelque chose de magnifique. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, enfin, je le recommande. Je n'ai pas à recommander. Je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais ça fait partie des choses que j'écoute. Et puis on arrive à Martin Heidegger. Martin Heidegger, c'est le pompon parce qu'il va avoir comme élève des gens comme Husserl, qui est totalement juif, Lévinas, qui est totalement juif, mais lui, Heidegger, va réintroduire la pensée grecque à l'intérieur de la philosophie allemande et il va comment dirais-je, il va tenter de créer un dispositif qui ne doit rien ni au christianisme ni au judaïsme. Et donc, dans ce sens, il est le philosophe de la modernité pour beaucoup. Sartre est allé en Allemagne pour suivre ses cours. Enfin, il y avait un pèlerinage en Allemagne de tout ce qui était philosophie française à l'époque pour écouter Martin Heidegger. Il a fallu beaucoup de temps pour que une forme de vérité se dévoile, parce qu'il a survécu à la guerre pour la bonne raison qu'il était nazi et qu'il n'avait aucune raison de souffrir de la guerre. Quand les carnets, qu'on a appelés les carnets noirs, de ces notes, de ces cahiers ont été publiés, et on s'est aperçu que c'était un nazi total qui regrettait absolument pas Hitler, que les camps de concentration ne lui paraissaient pas quelque chose de scandaleux, en tout cas, il ne s'est pas exprimé dans ce sens. Et le pompon, c'est qu'il était donc, il avait pour maîtresse, là encore le nom m'échappe, mais il va me revenir, Hannah Arendt, cette philosophe allemande, là encore, la fascination que des intellectuels, hommes et femmes, ont pour des intellectuels, peu importe ce qu'ils racontent. Hannah Arendt était à la lisière de l'antisémitisme, alors qu'elle était totalement juive. Elle a couvert le procès Eichmann pour la presse, et ce qu'elle raconte, en gros, c'est que c'est la faute des Juifs s'ils se sont trouvés dans cette situation. On avait déjà quelqu'un qui avait écrit un bouquin dans ce sens, que l'antisémitisme, c'est la faute des Juifs. C'est Bernard Lazare. Bernard Lazare qui a défendu euh, Dreyfus, et son livre s'appelle L'histoire de l'antisémitisme. Et il a été publié un mois avant l'affaire que n'éclate l'affaire Bernard Lazare en France. Et, euh, et ce bouquin, ce livre, personne n'a voulu le publier depuis. Il est publié par Contre-Culture, qui est la maison de la société d'édition de Soral et de l'extrême droite française. Il n'y a que qui l'ont sorti à nouveau. Et son bouquin, son livre est très, très bien. Mais à chaque fois, il pointe la responsabilité des Juifs dans l'aventure antisémite. Donc on comprend que les éditeurs, qui pour beaucoup, le voilà, qui pour beaucoup sont juifs, Kalman Levy ou d'autres, se sont pas lancés là-dedans et l'ont pas publié. Et donc on le trouve pas, c'est un livre un peu secret. Donc Martin Heidegger, et il va euh, soutenir euh, comment dirais-je, l'entrée de l'Allemagne dans le nazisme. Et Hitler, qui est, on le voit là, Hitler idéologue,
qui lisaient pas Heidegger, mais qui se rattachaient à des courants philosophiques. Il n'était pas illettré. Ce qu'il avait, c'est qu'il était autodidacte, et donc c'était une bouillie totale. Mais on va en parler d'Hitler, et on va terminer là-dessus, pour pouvoir parler des autres aussi. Il y a quelque chose que je souhaite, euh, comment dirais-je, préciser, c'est la manière dont, pardon, dont le nazisme, le national-socialisme, le parti d'Hitler, est arrivé au pouvoir. On dit qu'ils n'ont fait que 33% et que Hindenburg euh, l'a nommé avec l'idée que comme il le traitait, il pensait qu'Hitler était un abruti, un bon rien, entouré de toute une série de gangsters, ils allaient échouer et qu'on allait se débarrasser d'eux. On les nommait, ils les nommaient pour se débarrasser d'eux. Évidemment, c'était un manque de clairvoyance sur ce que c'est qu'une mafia et des gangsters et le rôle du parti nazi. Mais ce que je voulais signaler ici et qui me paraît un peu intéressant, c'est deux choses. Il y a une étude qui a été faite par un juif américain qui s'appelle William Sheridan Allen, une petite ville nazie. C'est publié chez Taillandier. Et jusqu'au moment, jusqu'en 1933, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'accession d'Hitler au pouvoir, c'est une ville de 10 000 habitants qui a un banquier juif, qui a quelques commerçants juifs. Ils ont une cinquantaine de juifs dans leur commune, dans leur gros bourg. Tout se passe impeccablement. On n'a rien qui ressemble à la haine des juifs. De fait, ils connaissent des juifs personnellement. Ils ont la banque, ils ont deux banques. La banque est juive. Les gosses à l'école vont avec des juifs à l'école. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ce livre. Enfin, j'avais été attiré par le résumé. C'est qu'en fait, l'antisémitisme, s'il n'y a pas un pouvoir politique pour le mettre en œuvre, il reste comme un fond de sauce un peu partout, avec des fanatiques et des bons à rien qui tiennent des discours de malades mentaux, mais il ne devient pas un principe de gouvernement. Il ne devient un principe de gouvernement, et c'est ce qui se passe dans cette petite ville, le jour où ils ont reçu la Gestapo. La Gestapo est venue en 1933 et leur a dit fermez la banque, séparez les enfants dans les écoles, euh, les boutiques, boycottez-les, les boutiques juives, les épiceries, les trucs comme ça. Et ça n'a pas pris longtemps. Il le décrit très bien dans son bouquin. En un mois ou deux, les Juifs étaient des parias dans une ville où il y avait une population juive depuis peut-être 10 siècles. C'est le pouvoir central, politique, et vous voyez à quoi je fais allusion, au cas où les, les clowns dangereux de LFI viendraient au pouvoir, c'est lui qui crée une situation où l'antisémitisme devient une stratégie. Sinon, bon, des gens qui haïssent les juifs, il y en aura. Je ne veux pas non plus accabler tout le monde, mais il y a des gens qui haïssent les noirs, il y a des gens qui haïssent les arabes, c'est ce qui fait une société et son charme. Il y a des gens, hier j'ai entendu un débat à la télé, il disait, mais il y a des gens qui haïssent les femmes. Et comme il y avait énormément de femmes qui étaient en train de débattre, elles étaient ahuries qu'on leur sorte encore ce type d'argument. Et le gars a dit, mais j'en connais. Donc, le fait qu'il y ait un fond de sauce qui est des gens qui sont dans la haine, ne signifie pas qu'une stratégie euh, de massacre ou une stratégie d'exclusion puis de massacre se mette en place. Pour ça, il faut un dispositif. Euh, c'est encore un petit peu comme ça, mais il me manque un bout du texte. C'est encore un petit peu comme ça ou ça. Bon. Et donc, c'est la décision qu'a prise Hitler lorsqu'il a rédigé Mein Kampf en prison, après l'échec de son putsch en 22, de tout miser sur l'antisémitisme. C'est-à-dire de penser que c'était un principe fédérateur pour que les Allemands puissent être pris par la haine. À ce moment-là, ils sont pieds et poings liés et mobilisables, et pour pouvoir, d'une certaine façon, trouver un ennemi à la hauteur des Allemands. Et lorsque la question s'est posée, euh,
il a, comment dirais-je, développé, selon une rhétorique, on connaît les extraits des films documentaires où il hurle, il bave, il écume contre les Juifs, mais il le fait dans son entourage, et en particulier dans l'armée allemande. Il y en avait énormément qui n'étaient pas antisémites, il y avait des Juifs de l'armée allemande, des généraux et tout ça. Donc, lorsqu'il se présente aux élections, aux, les premières élections euh, en, en 28, ils font 2,63% des voix. Je ne veux pas dire, mais c'est très peu, hein. On dirait le score du Parti socialiste actuel. Ensuite, en 1930, le début de la crise, il passe à 18% des voix. C'est donc la crise économique et des considérations euh, économiques qui vont rallier des gens à ce parti. Les 18%, ce n'est pas la majorité. Et clairement, dans les études qui ont été faites, il y a très peu d'antisémites dans ces 18%. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas pour Hitler parce que Hitler est antisémite. Et d'abord, il a beau éructer et tout ça, il n'est pas au pouvoir encore. Et comme il n'est pas au pouvoir, il développe toute une série d'arguments économiques, il développe des arguments sur la fierté allemande, des trucs comme ça, et l'antisémitisme est un bout pas important de son discours. En 1932, donc on est bien après la crise, je vous rappelle, elle est de 29, elle est arrivée dans les années 30 en Europe. À ce moment-là, il y a 37%, euh, il y a plusieurs élections, 37%, puis 33%, et en mars 33, il y a 43% de nazis. En novembre 33, donc on est à 92%, c'est-à-dire que les nazis, Hitler est au pouvoir, et à ce moment-là, les élections n'ont plus aucun sens. On a des résultats tels que 92%, en 36, 98, 80%, je dis tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont voté, et en 38, en avril, 99%. Je me demande où se cache le pourcent qui n'a pas voté pour eux. Et c'est sur ce thème qu'il va annexer l'Allemagne, il y aura l'Anschluss, et donc c'est une stratégie politique. Et on va écouter un morceau de musique avant de passer à la fin et de changer de pays. Alors Donc, Claude Annick nous parlait effectivement de respect de l'autorité. Hein. Aubry pardon. Keitz-Denken, il nous parlait de respect de l'autorité, qui était la traduction de Aubry Keitz-Denken. Eh oui. Non, non, mais il faut se méfier des programmes et des stratégies politiques. Le fait qu'on ait des voisins antisémites et tout. Moi, je vois après le 7 octobre, euh, ça a laissé dans notre coin tout le monde indifférent. Mais à aucun moment, j'ai pensé que c'était parce qu'ils étaient antisémites. On continuait à se voir, on continuait à aller acheter nos cochonneries à Leclerc, aller au cinéma ensemble et discuter. Mais c'était leur problème, notre problème n'était pas le leur. Par contre, s'il y a un souci avec un changement de pouvoir, pour fédérer ce pouvoir et lui donner un socle, comme par exemple un socle islamiste, évidemment que la politique jouera son rôle. Donc on s'écoute Mozart, euh, Lacrimosa. Très, très Pardon. Vous venez de voir passer une très belle photo de Léon Poliakov, qui est celui qui a institué l'histoire de l'antisémitisme en langue française. Il était au procès de Nuremberg, traducteur, et il a consacré toute sa vie, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, c'est un être adorable, on le voit quand on voit la photo. Il a consacré toute sa vie à, à raconter l'antisémitisme dans toutes les catégories. Il a fait une histoire de l'antisémitisme, euh, comment des Grecs et des Égyptiens à nos jours. J'en parlerai la prochaine fois. Il a voulu théoriser l'antisémitisme, c'est-à-dire pourquoi les gens sont antisémites. C'est-à-dire, dans la mesure où il n'était pas un politique, ni même d'ailleurs un vrai philosophe, c'était quelqu'un, voilà, quelqu'un de très grande qualité, mais qui ne courait dans aucune de ces deux catégories. Il lui est pas venu à l'idée que
l'antisémitisme pouvait être une stratégie politique. Et donc il a cherché du côté de la psychanalyse. Et il a écrit un livre, La causalité diabolique, à savoir une présence diabolique chez chacun d'entre nous. Et bon, je pense que c'est une erreur. La présence diabolique chez chacun d'entre nous, elle y est. As tué son voisin, écrire une lettre d'injure à Orange parce qu'ils sont incapables de vous fournir le Wi-Fi. Euh, tout ça, ça existe. Mais ça ne crée pas une stratégie où il faut tuer les Juifs. Alors, pour terminer sur le nazisme, parce que tout le reste, vous le savez, avec tous les documentaires que vous avez vus à la télé, il y a un débat. Je le signale parce que je vais vous donner mon avis. À quel moment a-t-il été décidé de la solution finale, c'est-à-dire d'exterminer tous les juifs, pas seulement de les mettre dans les camps de concentration, mais de les exterminer, ce qui ce qui était totalement illogique dans les besoins qu'avait l'Allemagne de main-d'œuvre d'esclaves, les juifs, mais pas seulement, les moyens de transport, mais la mobilisation que ça impliquait, toutes sortes de forces qui ont été transférées dans les camps pour exterminer les juifs. Il y a deux thèses, tout le temps, ça a toujours été la thèse. Et en fait, il n'était pas question de faire autre chose que de les exterminer, mais ça, c'est clairement le point de vue d'Hitler et de quelques-uns autour de lui, comme Rosenberg et d'autres. Et puis, il y a une thèse qui est plus politique et qui a mon assentiment, mais vous en faites évidemment ce que vous voulez, c'est la décision qui est prise lors d'une conférence, la conférence de Wannsee, en 1942, parce qu'elle se situe sur le plan chronologique à un moment où il faut donner quelque chose à faire aux Allemands qui puisse leur permettre d'exprimer leur haine, d'exprimer quelque chose qui lutte contre le fait qu'ils vont être défaits. Et c'est quoi? C'est la défaite de Stalingrad. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Allemands vont buter sur Stalingrad et qui va être à peu près clair grâce à ces pauvres herdes japonais qui ont attaqué Pearl Harbor et donc qui vont rentrer dans la guerre contre les Américains, que l'Allemagne est à court terme, ça va prendre du temps, mais que l'Allemagne est foutue. À savoir les Américains d'un côté et les Russes de l'autre, euh, petit à petit, l'Allemagne va être vaincue et perdre pied. Et qu'à ce moment-là, à la conférence de Wannsee, il est décidé de l'extermination des Juifs. Alors voilà pour ce que je pouvais dire sur l'Allemagne. Tout le reste, vous pouvez le lire, vous pouvez voir dans les documentaires, choses. Les Russes. Les Russes, donc l'antisémitisme russe et soviétique, puisque en 17, ils changent de régime. Euh, L'antisémitisme russe est aussi vieux que la présence de juifs aux marges de l'Empire russe, c'est-à-dire en Ukraine, en Pologne de l'Est, en Lettonie, en Lituanie. Il y a une haine des juifs et c'est un antisémitisme pogromiste qui se double d'une décision politique qu'on peut qualifier évidemment d'antisémite, mais bon, elle a euh, elle a provoqué peu de morts. C'est triste à dire, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut le compter. C'est-à-dire de confiner les Juifs dans une zone de résidence afin qu'ils ne soient pas accueillis en Russie. Pourquoi? Parce que il faut construire la Russie comme un pays orthodoxe et les Juifs représentent une population halogène. euh, et donc, on ne les laisse pas rentrer ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg. Et comme la stratégie est changeante entre Catherine II de Russie, puis après Nicolas II et tout, il y a eu des moments où il a été proposé aux Juifs de se régénérer, c'est-à-dire de quitter les ghettos et de quitter la langue yiddish et de travailler la terre. Donc c'était une stratégie tolstoïenne. Tolstoï pensait que la rédemption venait par le travail de la terre. Il ne faisait pas allusion spécialement aux Juifs, mais pour lui, le fait d'être un paysan
qui possède sa terre et qui la travaille est le début d'une dignité humaine. Et, et ça a été demandé et mis en œuvre, demandé pas le mot, enfin si, c'était une proposition, c'était pas obligatoire. Et les Juifs qui vivaient dans des bleds, certains en ont profité. C'est-à-dire, ils ont dit oui, on va passer un moment dans l'agriculture, et puis on va avoir le droit, puisqu'il y avait un numerus clausus, d'aller à l'université. Le plus connu de moi, en tout cas, c'est Rothko. La famille de Rothko ne vient pas, elle, les parents, de, euh, d'un ghetto ou d'un shtetl. C'est ses grands-parents qui viennent d'un ghetto, d'un shtetl. Les parents, eux, viennent de Saint-Pétersbourg, où ils ont fait leurs études. Ils sont tous les deux pharmaciens, le père et la mère. Et donc, on n'est pas du tout, dans la logique de juifs marginalisés ou massacrés. Par contre, cette stratégie est chaotique. Il y a eu la révolution de 1905 qui a provoqué d'immenses pogroms, des pogroms. Et les Juifs sont repérés comme étant à la fois des vecteurs de capitalisme, les Gainsbourg, pour ceux qui connaissent un peu ces banquiers, c'est eux, la fille Gainsbourg qui a financé Libération. Elle venait tous les jours au journal Libé avec de l'argent dans ses poches qu'elle avait piqué à sa famille dans la banque pour pouvoir aider le journal à tenir un jour de plus. Il y a d'autres banques allemandes, pardon, d'autres banques russes qui ont fini par arriver en France, puisque après la révolution de 17, ils ont été pourchassés. Et donc, il y avait, ils étaient accusés d'être des capitalistes et ils étaient accusés d'être des révolutionnaires. Les deux sont vrais. Et parfois, c'était les mêmes. La preuve, la fille Gainsbourg. Donc, lorsque la Russie a vu que son pouvoir, le pouvoir euh, de Nicolas II, d'Alexandre III, tout ça, chancelait, et en particulier lorsqu'il y a eu la révolution, la première de 1905, ils ont lâché les chiens et ils ont envoyé une politique pogromiste, et surtout, il va vous le montrer, ils ont publié, alors un faux, on sait que c'est un faux parce que on a retrouvé l'original, qui s'appelle donc les protocoles des sages de Sion, qui est un document, voilà, euh, soi-disant d'un dénommé Maïver Golovinsky, mais en fait, ce sont les protocoles de réunion que les Juifs auraient eus sous le plus grand secret, une sorte de conspiration judéo-maçonnique, pour prendre le pouvoir sur le monde. Ce livre a eu un succès énorme. Quand on le lit, on ne voit pas trop l'intérêt du bouquin, mais il répartit dans un nombre de réunions, je ne sais pas combien il y en a un paquet, 24 sur plusieurs années, comment prendre le pouvoir. C'est-à-dire les Juifs sont accusés de prendre le pouvoir dans le monde. Ce serait drôle si ça n'avait pas eu un effet absolument inouï un peu en Allemagne. Hitler le lisait et s'en réjouissait, mais il trouvait que c'était n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. Euh, Ça a été recopié d'une discussion entre Machiavel et Montesquieu. Ils l'ont transformé en protocole avec des juifs. Euh, mais le truc, ce qui est effrayant, c'est que c'est le best-seller absolu, total, vendu et donné à des millions et des millions d'exemplaires dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire que ceux qui supportent théoriquement l'idée que les Juifs complotent pour prendre le pouvoir dans le monde, c'est un truc pour malades mentaux, hein, c'est vraiment pas, c'est idiot, c'est pas un texte. Autant Hitler, Mein Kampf fait 700 pages, et bon, il y a des trucs, ça va, ça vient, mais il y a des choses qui sont argumentées. Autant le protocole de suggestion, c'est vraiment un tissu d'ânerie. Mais c'est le livre le plus vendu, le plus donné, on va dire, dans le monde arabo-musulman. Donc, ce livre va appuyer une politique pogromiste. En 17, je reviens à la Russie. La révolution institue un nouveau pouvoir, donc le pouvoir soviétique. Comme les Juifs dans ces régions
se répartissent en trois catégories. Ceux qui se sont émancipés et qui sont allés vers la Haskalah, c'est-à-dire hébraïsants, cultivés, et qui vont tenter d'avoir une vie de juifs, comment dirais-je, bourgeois, ceux qui sont sionistes et qui vont tenter de construire des organisations qui leur permettront de faire une nouvelle vie en Palestine, c'est-à-dire d'avoir un pays, un endroit où poser. Alors eux, ils disent de poser leur tête, mais en fait, c'est de poser les pieds. Et puis, ceux qui vont devenir révolutionnaires, parce que seule une société révolutionnaire va les émanciper. Et c'est exactement ce qui se produit. Moi, j'avais fait un travail pour l'université de Toulouse-Le Mirail, qui n'avait intéressé que moi, mais j'avais recensé les juifs dans les deux partis communistes. Euh, Parti communiste soviétique dans les années 20 et au bureau politique, hein, pas à la totale. Je n'avais pas accès à des archives suffisamment détaillées. Dans les instances dirigeantes. Et en Pologne. Le pompon, c'est la Pologne, mais je vais en parler là maintenant. Il y avait un quart des dirigeants euh, du Parti communiste soviétique, donc après 17, c'est-à-dire jusqu'à le bureau politique, Kamenev, Zinoviev, Trotsky, tout ça, qui étaient juifs. Et pas juifs cachés. Enfin, leurs parents étaient rabbins ou rabbines. Enfin, c'était des gens qui venaient, c'était la première génération de l'émancipation. Et ils s'étaient précipités à l'intérieur du Parti communiste. Et évidemment, quand ça a commencé a foiré et les gens se sont dit, qui nous a mis dans cette situation? Là, on voit Trotsky avec Staline. Staline n'était pas juif, encore que il y a des gens qui prétendent que si, qu'il n'était pas que géorgien. Euh, c'est le fait que le, euh, c'est les juifs, et en particulier Trotsky, mais ça c'est la stratégie de Staline, Kamenev, Zinoviev, qui commencent à être accusés d'être des cosmopolites, vendus au judaïsme mondial, donc vendus aux Américains, et à cause de ça, ils sont la cause, pardon, du délabrement de l'économie soviétique. Il n'en viendrait pas à l'idée dans les années 1925, 1930, de réfléchir à qu'est-ce qui a mis l'Union soviétique dans cet état, qui est un état de misère intersidérale, de gangstérisme euh, inouï, c'est la faute des Juifs. On a trouvé des Juifs haut placés à l'intérieur du bureau politique, et c'est Staline qui va avoir besoin des Juifs, donc va faire une pause dans l'antisémitisme stalinien, qui va avoir besoin des Juifs pendant la guerre parce qu'il a besoin des Juifs américains, et donc les Juifs américains vont mettre la pression sur Roosevelt pour que l'Amérique entre en guerre, pour aider l'Union soviétique et décharger le poids de la guerre avec l'Allemagne, alors que les Russes étaient seuls au front. Bon, c'est les Japonais qui ont fait ce boulot. Mais il n'en reste pas moins que les Juifs américains ont soutenu la Russie. Et pendant toute cette période, il n'y a pas eu d'antisémitisme russe. C'est-à-dire que les Juifs ont vécu en Russie à peu près correctement et en étant totalement laïques et totalement émancipés. Et curieusement, il en reste encore. J'ai lu avant-hier qu'en dépit de la guerre, il est arrivé l'année dernière 27 000 émigrants, nouveaux émigrants en Israël, et plus de la moitié viennent de Russie. C'est-à-dire peut-être pour pas faire la guerre, pour pas faire l'armée, bref, quelles que soient les raisons, il y a encore un réservoir dans les 4, 5 millions de juifs qu'il y avait en URSS, il y a encore un réservoir de juifs susceptibles d'immigrer, et pour une part d'immigrer en Israël. Après la guerre, la politique de Staline devient, qu'on connaît, la politique du rideau de fer, et il est, comment dirais-je, en but à l'hostilité des démocraties, et en particulier euh, de l'Amérique. Et il met en place une stratégie dont le premier élément est le procès des blouses blanches. Ce procès des blouses blanches, ce sont des médecins juifs russes qu'il va accuser d'avoir voulu l'empoisonner. Et là-dessus aussi, ça se discute, parce qu'il est mort un peu brusquement pendant que ces procès se mettaient en place,
qui étaient des procès purement antisémites, c'est-à-dire des juifs qui tentent d'assassiner, d'empoisonner Staline. Évidemment, il avait des médecins juifs, puisque c'était d'après lui les meilleurs, mais il est mort, et donc l'antisémitisme a pratiquement disparu. Il est revenu progressivement, mais là j'en parlais pour le dernier pays, c'est avec la Pologne, avec 56, c'est-à-dire la guerre qui a été menée par Israël, les Français et les Anglais autour du canal de Suez, et donc contre l'Égypte, qui était le bras armé de l'Union soviétique au Proche-Orient. Donc Israël faisant la guerre aux représentants russes, il y a eu une vague d'antisémitisme, mais c'est surtout 67 et la manière dont Israël, la guerre des 6 jours, a écrasé les armées arabes qui a relancé l'antisémitisme russe, mais d'une certaine façon, ça s'est calmé. À savoir que c'est pas un créneau. Il y en a qui disent que Poutine a une grand-mère juive. Enfin, on ne sent pas, euh, comme il y en a eu un moment, dans la presse russe, des articles antisémites. Enfin, tout ce qui a fait l'antisémitisme que tout le monde connaît. Alors, qui a fait le boulot? Et on va terminer là-dessus. Ben, les Polonais. Les Polonais ont eu depuis depuis le Xe siècle, peut-être avant, mais en tout cas depuis le Xe siècle, une très très grande population juive qui venait donc pour l'essentiel d'Allemagne et d'où étaient yiddishophones, qu'on appelle les Ashkénazes, et qui ne pouvaient pas aller plus loin puisque les Russes les empêchaient d'entrer dans le cadre de cette émigration vers l'Est. Et ils se sont installés en Pologne, dans des villages. Ils étaient c'était des pauvres airs, enfin, tout le monde connaît la tradition chassidique, c'est-à-dire qu'ils ont basculé du judaïsme de l'étude au judaïsme piétiste, à l'instar du christianisme, c'est-à-dire un judaïsme de la foi et pas un judaïsme de l'étude, où on pense que ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui ont la foi et pas ceux euh, qui étudient. Donc il y a eu cette scission, et cette population juive est très importante en nombre en Pologne. Dans des, dans des bourgades, euh, il y a parfois une majorité d'habitants juifs. Dans la bourgade où est issu mon père, Razumin, où sont issus, maintenant tout le monde le sait, Isaac Bashevis Singer, son frère et sa sœur, à un moment, aux élections municipales, il y avait 48% de votants qui étaient juifs. C'est-à-dire, c'était énorme. Énorme en Pologne. C'est-à-dire pour un pays où les Polonais considéraient que leur problème, c'était d'être chez eux et pas chez les juifs. Et les Polonais n'arrivaient pas à être chez eux parce qu'ils étaient constamment envahis par les Russes, envahis par les Allemands, mangés par tous les voisins. Ils ont mis un temps fou à exister comme nation polonaise. Et si on s'en réfère à ce qui s'est passé après la guerre, pendant la guerre, c'est pas les Polonais qui ont déporté les Juifs, c'est les Allemands. Ça a été fait sur le territoire polonais, mais c'est pas les Polonais qui. Mais après la guerre, ils ont empêché les Juifs de revenir. Là, j'ai un cas précis, évidemment, c'est mon père, mais c'est vrai pour tout le monde. Mon père a passé la guerre en URSS. Et un jour, ils ont appris, on leur a dit, mais ils ont appris que la guerre était terminée et que l'Allemagne était vaincue et que donc ils pouvaient retourner en Pologne. Ça lui a pris 3 mois, à pied, en train, en charrette. C'est évidemment les Russes qui avaient rien, rien à manger, rien, ne leur ont pas payé le voyage. Et il est arrivé, pardon, il est arrivé dans ce bourg euh, où il avait vécu. Toute sa famille avait été exterminée. Mais ça, c'est les Allemands qui les ont envoyés à Treblinka. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux très très gros pogroms initiés par l'Église et le nouveau pouvoir polonais, qui n'était pas encore communiste. De Kielce, merci. Il y a quelqu'un qui est meilleur que moi pour la mémoire, Kielce, euh, qui disait aux Juifs, vous n'êtes pas les bienvenus. Allez-vous-en, on vous massacrera. Et donc, il y a eu un mouvement migratoire. Mon père n'est pas resté en Pologne, il est venu en France. Enfin, il devait prendre l'Exodus. Le bol que j'ai eu, c'est qu'il n'a pas pris l'Exodus et qu'il est resté en France.
Sinon, je serais né sur le bateau à Hambourg. J'ai calculé donc, les Polonais ont pensé qu'enfin, ils avaient une possibilité de construire une nation polonaise catholique. Mais ils étaient communistes. Le pouvoir communiste leur avait été imposé par l'Union soviétique. Et donc, les deux périodes dont je viens de parler, c'est-à-dire 56, la guerre du canal de Suez, a provoqué une vague d'antisémitisme très importante et qui a fait partir sur les 50 000 juifs qui restaient en Pologne, 20 000 ou 30 000. Ça, c'est Treblinka, je reconnais parce que j'ai été le visiter. Et donc, et il y a le nom de l'endroit où a eu lieu ce pogrom, Jedwabne. Et en 56, il y a une vague d'antisémitisme, mais qui fait très mauvaise impression. C'est-à-dire, euh, les pays civilisés disent la Pologne a toujours été antisémite et maintenant qu'elle est communiste, elle est toujours antisémite. Donc ils ont tenté de réfréner euh, ce mouvement. Gomulka, sa femme était juive, ils l'ont foutu en prison, puis ils l'ont sorti de prison. Enfin, ça, c'est les trucs du pouvoir soviétique et la manière dont il fonctionne. Le plus terrible et le plus grave, je trouve, si tant est qu'il y a un degré dans la gravité, c'est évidemment la guerre des 6 jours. Parce que la guerre des 6 jours, elle a lieu donc en 67. Elle provoque chez les innombrables juifs communistes qui sont à la tête du Parti communiste polonais, j'étais arrivé à la conclusion que c'était presque 60% de la direction du Parti communiste polonais, c'était des juifs. Il en restera quelques-uns dans, comment ça, dans le syndicat Solidarność, comme Madame Michnik, comme le ministre des Affaires étrangères, dont le père était rabbin. Mais en tout cas, ils étaient très nombreux et ils applaudissent à la victoire d'Israël, ce qui n'est évidemment pas la stratégie ni la politique des communistes, ni de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, se crée une sorte de fragilisation de la Pologne communiste, de l'appareil communiste, qui va déboucher en mars 68. Notez bien le mois de mai, le mois de mars, parce que c'est 2 mois avant mai 68, par une révolte étudiante qui va se trouver en liaison avec les ouvriers dans les chantiers navals et tout ça, et qui va faire vaciller le pouvoir polonais complet, à savoir que des manifs dans les rues, des manifs dans les universités, ils demandent la démocratie, ils demandent à vivre correctement, enfin bref, à la suite de l'interdiction d'une pièce de théâtre. Bon. Comme quoi, les facteurs déclencheurs, on ne sait jamais lesquels ça peut être. Et le pouvoir polonais décide que tout ça, c'est la faute des sionistes et des juifs. Pourquoi? Parce qu'à la tête de ces mouvements, je vais vous surprendre, il y a l'équivalent de Cohn-Bendit, c'est Adam Michnik. Il y a l'équivalent de toutes sortes d'intellectuels juifs qui sont des pousses au crime, on va dire, pour tenter de libéraliser le pouvoir communiste polonais, voire s'en débarrasser. Et donc, il y a une vague d'antisémitisme très, très importante qui va provoquer une nouvelle immigration, c'est-à-dire il y a des juifs qui vont quitter la Pologne en 68. C'est la dernière immigration, puis après, il n'en reste plus que 20 000. Et les autres, qui sont par exemple des cinéastes comme euh, euh, Agnieszka Holland ou comment il s'appelle, celui qui a fait Cendre et Diamant. Bon, euh, Vajda, pardon? Vajda. Vajda, absolument. Alors, à chaque fois, lorsqu'on va dans les biographies officielles, Vajda n'est pas juif. Moi, tous les Vajda que je connais sont tous juifs. Donc, je serais le seul qui ne serait pas juif. Mais ils étaient au service du régime et donc on leur a, d'une certaine façon, foutu la paix. Il y a un Janusz Morgenstern que j'ai rencontré et il était moyennement ému de savoir que je m'appelais Morgenstern, mais quand même, on a papoté. C'était lors d'un festival sur Isaac Bashevis Singer à Varsovie. Donc, il y a une intelligentsia juive polonaise qui est restée, mais pas beaucoup. Petit à petit, la Pologne a repris
son créneau catholique, on va dire, et puis Solidarnosc, qui est un syndicat catholique, même s'il y avait beaucoup de juifs à l'intérieur de Solidarnosc. Ah oui, il dit André Bazin n'était pas juif. Oui, moi je ne le crois pas. Je pense qu'il l'était. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais je ne crois pas à cette histoire. Et quand je vois, là, il a fait un film qui s'appelle La Terre promise, qui est passé en France sous le titre La Terre de la Grande Promesse. Mais en fait, c'est un Allemand, un Juif et un Polonais qui, qui ont entrepris de se dépecer la Pologne. L'Allemand est une ordure normale, le Polonais est un sale type polonais. Le seul qui est vraiment ordurier, c'est le Juif. Et pour faire un film comme ça, il a payé le fait que le pouvoir polonais le conservait parmi les siens. Là, de même Cantor, l'artiste. Cantor, j'en ai parlé quand il est venu à Toulouse. Cantor, il ne le nie pas. Il dit, Cantor, ça signifie chanteur de prêtre, chanteur de synagogue. Il dit, c'est possible que mes arrière-grands-parents étaient juifs. Ça a une importance sur la manière dont ils sont perçus. C'est-à-dire, on dit, c'est pas des gens de chez nous, donc ils sont pas fiables. Hein. Janusz Morgenstern et Haas, celui qui a fait un des plus beaux films polonais que j'ai jamais eu l'occasion de voir, La Clepsydre. C'est Wojciech Haas. Et le manuscrit trouvé à Saragosse. C'est lui qui a fait ces deux films. Il en a fait d'autres. L'Alca, tout ça. Mais ces deux films sont absolument des bijoux, et en particulier La Clepsydre. Évidemment qu'il est juif. Voilà, donc je clôt ce tour d'horizon par alors la punition, encore que j'ai choisi un extrait euh, du Crépuscule des dieux de Wagner qui est audible, et après, c'est à vous. Oui. Avant de passer la parole à Jean-Luc qui va gérer les questions, les remarques, les choses de genre, je veux rappeler un nom, parce qu'il m'est revenu, il y a des noms qui me reviennent, mais ça prend du temps. Dans Solidarność, il n'y avait pas seulement Adam Michnik qui a créé le journal Gazeta, qui est l'équivalent de Libération, le journal qui existe encore. Il y avait Bronislaw Geremek et Jacek Kuron. Bronislaw Geremek a été, donc fils de rabbin, a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais, du gouvernement de Solidarność. Et pareil, c'est quelqu'un, je suis allé plusieurs fois en Pologne, je l'ai interviewé, c'était quelqu'un de délicieux. Et évidemment, comme ministre des Affaires étrangères, il représentait une image de la Pologne qui était tout à fait digeste. Il est mort dans un accident de voiture, donc le malheureux. À vous. Merci beaucoup, Izzy. Merci infiniment pour cet exposé vraiment, vraiment très, très détaillé. On va passer maintenant aux questions. Alors, n'hésitez pas pour ceux qui le veulent de passer, d'activer votre caméra pour qu'on puisse tous se retrouver. N'hésitez pas à l'activer. Et donc, je vous regarde. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, levez la main pour poser une question, une remarque, tout autant, donc à votre disposition pour ceux qui veulent poser la première question. En attendant la question, Izzy, j'ai une question sur un point que je connais moi, c'est au niveau de la Russie, quel a été le rôle de l'Église orthodoxe dans cet antisémitisme? Bon, bah, très simple. C'est des antisémites forcenés. Beaucoup plus que l'Église catholique. Ah, plus Beaucoup qu'en plus. Pologne, oui, d'accord. Plus que... Oui, oui. Sur le plan idéologique. En Pologne, c'était un antisémitisme évidemment catholique, mais pas seulement, c'était un antisémitisme nationaliste. La Pologne, jusqu'en 1945, n'existait pas comme pays. Et donc, ils considéraient que 3 millions d'exogènes faisaient le Bund, qui est une organisation juive de gauche en Pologne dans les années 1900, 1910 et tout, était territorialiste. C'est-à-dire, il a demandé qu'on attribue aux Juifs en Pologne un territoire pour qu'ils y fassent un pays, comme ils ne voulaient pas être sionistes. Donc la Pologne était dépecée de tous les côtés, et même les Juifs voulaient la dépecer. Donc c'est vrai que le catholicisme polonais était tranquillement antisémite. Par contre, les orthodoxes, c'est l'horreur.
Merci Izzy. Une remarque, une question, que je suis à votre disposition. N'hésitez pas. On est là pour échanger, même pour une simple remarque. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour remercier beaucoup Claude Annick, pour toutes ses remarques, ainsi Oui. que Fabrice, qui ont été très actifs. Et donc, ouais, c'est très bien de participer et de donner des réponses au sujet en cours. Ici, oui, au niveau de Staline, pour toi, quelle était qu'est-ce qu'il y avait derrière l'opération du Birobodjan? Pour toi, qu'est-ce qu'il Ah, cherchait exactement? euh, le communisme, plus que les autres systèmes de gouvernement, est une administration. Et Staline était commissaire en nationalité à l'époque même de Oui, Lénine, c'est-à-dire exactement. immédiatement après 1917. Trotsky était commissaire aux armées et Staline était commissaire en nationalité. Pourquoi? Parce qu'il était géorgien et qu'il avait écrit euh, un texte là-dessus, un texte important, sur la solution de la question nationale. Et donc, il crée des républiques. C'est ce que fait l'Union soviétique, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et par exemple, les différentes républiques socialistes soviétiques qu'on connaît maintenant, comme le Kazakhstan, comme l'Ukraine, euh, tout ça, ce sont des décisions du Parti communiste de l'Union soviétique qui fédèrent des partis communistes territoriaux avec une langue territoriale, avec une culture. Staline disait, j'ai résolu la question nationale. Alors tout le monde n'est pas russe. On a des Azerbaïdjanais, on a des Arméniens, on a des Ukrainiens, et là encore, on a des Juifs. Les Juifs, ils le savaient, puisqu'il y en avait beaucoup, et lui était géorgien, il y en avait énormément aussi en Géorgie. Question, que faire des Juifs? La plupart des Juifs qui étaient au Parti communiste ne réclamaient pas de statut particulier pour eux. Mais il y avait le problème du sionisme. Le sionisme était très attaquant. C'était dur. Les gens recevaient des infos disant qu'ils vivaient dans la malaria, ils tapaient sur des cailloux. Il y avait une population autochtone qui était, les Arabes, qui était hostile. Enfin, c'était pas un lit de rose. Mais le fait d'avoir un pays à soi était quelque chose de très prenant. Et donc, Staline a inventé, le gouvernement, de- administrativement, parce que sur chaque carte d'identité, il y avait écrit d'où était originaire euh, le soviétique. C'était un soviétique euh, ukrainien, c'était un soviétique balte, c'était un soviétique d'une des républiques. Il y en avait un paquet. Et donc, les juifs n'en avaient pas. Et pour pouvoir écrire J sur la carte d'identité, c'est-à-dire juif, il fallait qu'ils aient un territoire. Et pour que ce territoire ne soit pas trop attractif, et pour pouvoir dire on a créé un État pour les Juifs, ils ont fait un truc en demi-mesure, c'est-à-dire une région autonome. Région autonome, c'est pas un État, c'est un autogouvernement, mais qui n'a pas toutes les prérogatives d'un État. Et ils l'ont mis à la frontière avec la Chine parce qu'ils se sont dit au moins qu'ils servent à quelque chose là-bas. C'est un endroit où il faut protéger cette frontière. Et puis surtout, ils sont très loin. Et ceux qui iront là-bas, on ne les reverra pas parce qu'il y a des marais, parce qu'il y a la malaria, parce qu'il y a des maladies et tout. Alors, ce qui est drôle, j'avais un ami, parce qu'il est décédé, euh, un réalisateur, un jour, il vient me voir, enfin, on bossait, il faisait un truc sur les orgues à Albi, c'est son boulot. Et il me dit, je pars au Birobidjan, il était communiste, juif communiste. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais faire quelque chose sur le caractère absurde de ce pays? La langue officielle, c'est le yiddish. Or, la population, elle est majoritairement chinoise. Il y a 15 000 juifs yiddishophones. Il y a un quotidien, die Stern, qui est en yiddish. La bibliothèque possède des milliers de livres en yiddish, mais la population, elle est majoritairement chinoise. Et qu'à cela ne tienne, les Chinois ont dû apprendre le yiddish, leurs enfants à l'école ont appris le yiddish, et à un moment, le Birobidjan a eu entre 20 000 et 30 000 juifs qui y sont allés. Et ça ressemblait à un vaste kibbutz. Ils travaillaient dans l'agriculture, ils vivaient très mal. Et ça.
Aujourd'hui, il semblerait qu'il soit encore 5000 juifs en Birobidjan. Il n'y en a Ah, quand pas même. zéro. Ah, quand même, ouais. Oui, encore Ouais, un peu. ouais, ouais. Moi, c'est les enfants. Et la langue officielle de Birobidjan continue à être le yiddish. Ils ont un journal que plus personne n'est capable de lire, à part les... Ils ont des livres dans la bibliothèque. La bibliothécaire, je lui ai demandé quand il est revenu, il n'a pas voulu filmer ça. Et j'ai dit, elle est comment, la bibliothécaire? Elle me dit, elle est chinoise. Je dis, bon, d'accord. Euh, donc, ça, c'est l'absurdie du système soviétique. Donc, il y a un État juif au Israël, qui est c'est pas une république autonome, c'est une région autonome, un oblast, comme ce que les Russes ont mangé là. Et donc, voilà, ça existe encore. Merci Izzy. Allez, on va bientôt clore. Donc, y a-t-il une dernière remarque ou question sur ce sujet Alors j'ai noté quand même, effectivement, et on a parlé sur Luther, effectivement, même si les contextes sont évidemment historiques, n'ont rien à voir, effectivement ces deux phases, que ce soit Luther et que ce soit donc Mahomet, avec finalement la main tendue et qui n'est pas payée de retour, et finalement dans une deuxième phase, une judéophilie qui se transforme en rage antisémite. Est-ce que les deux choses sont comparables? Oui et non. Ce qui est comparable, c'est que, pour parler de Mahomet, mais j'en parlerai la prochaine Oui, fois, oui, 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 ça bien prend sûr. On va pas partie déflorer, de hein. la conférence. Je dis ça parce que ce ne sera pas annoncé dans le titre. Il y D'accord. a marqué l'antisémitisme actuel. Mais Mahomet ne cherche pas spécialement à ce que les Juifs se convertissent à l'islam. Je vous dirai pourquoi, que je D'accord. peux vous dire maintenant. Parce qu'ils étaient des dhimmis, c'est-à-dire soumis, les Juifs et les chrétiens, et donc ils payaient l'impôt. Et s'ils étaient convertis à l'islam, ils étaient musulmans, ils ne payaient pas d'impôt. Et comme le système musulman, c'est de ne pas travailler du tout et de vivre sur le dos des autres, tant qu'il y avait suffisamment de chrétiens et de juifs pour payer, ça allait. Mais quand on lit le Coran, qui est un livre qui n'est pas agréable à lire, il n'est ni agréable ni désagréable, c'est un livre étrange. Il est tout le temps en train de dire ou du bien ou du mal des juifs. Et donc on sent qu'il est question de rallier les juifs comme socle à l'islam, ça c'est pour dire du bien, et deux, il est déjà en train de dire pourquoi est-ce que vous ne devenez pas musulmans dans le Coran, hein. Et à ce moment-là, il y a une rage. Mais le système est pas le même parce que les musulmans, enfin, l'islam, a trouvé une solution pour garder des juifs et des chrétiens, les deux, euh, par devers eux, c'est-à-dire de les soumettre. À partir du moment où ils sont considérés comme des sous-hommes et qui payent l'impôt, il n'y a pas besoin de les massacrer. Et de fait, je développerai cette thèse, qui est une thèse, et je me suis rallié à cette thèse après avoir fait de très nombreux colloques avec des spécialistes de l'islam, en tout cas en France, et même en Israël. C'est la vie des Juifs en terre d'islam a été relativement correcte. Tant qu'ils étaient soumis, et tant qu'ils ne cherchaient pas à obtenir des trucs que de toute façon ils n'avaient aucune chance d'obtenir, on leur foutait la paix. Donc, Oui, c'est c'était le pas statut de dhimmi. Ouais. comparable avec Luther. Merci Izzy. On va bientôt conclure. Bon voilà, en tout cas, voilà, on y est. En tout cas, merci, merci. Alors tout à l'heure j'ai remercié Claude Annick. J'ai dit Fabrice, non, c'est Patrice Lieberman que je remercie beaucoup également, comme Claude Annick, pour son intervention. Et c'est très bien de pouvoir effectivement donner des éléments. Donc il disait effectivement qu'il avait connu le neveu d'Andrzej Wajda, qui lui avait confirmé que Andrzej Wajda n'était aucunement juif. Donc c'est bien d'avoir des participants qui ont des connexions et des Sources, oui. très Oui, mais très pour moi, je suis assez méfiant. Les Juifs qui prétendent qu'ils ne le sont pas, on en a tellement connu. Moi, ce qui me sert de critère, c'est est-ce qu'ils se comportent comme des Juifs. C'est-à-dire, j'en parlerai la prochaine fois, c'est-à-dire est-ce qu'ils fonctionnent comme des agents, agents doubles, agents de liaison, agents de circulation. Est-ce qu'ils sont des clés de voûte? J'expliquerai la prochaine fois ce que c'est, dans un système qui a besoin d'eux pour tenir. Et s'ils le sont, et en particulier dans des domaines comme la culture, alors ils agissent comme des juifs.
Après, est-ce qu'ils sont juifs génétiquement? Ils l'ont été. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette légitimité que donne le fait d'avoir une dizaine de générations de paysans catholiques ou des trucs comme ça. Mais je reconnais, c'est ma thèse de doctorat, et j'en suis content. Elle a été remarquée par un antisémite fou furieux qui m'a cité plusieurs fois dans son bouquin, mais à part ça, elle n'a pas fait l'effet que j'espérais. Euh, les juifs sont repérables. Et comment on les repère? À travers les fonctions qu'ils ont et non pas à travers la génétique ou à travers la religion ou les liens familiaux ou des trucs comme ça. Mais on en parlera, si vous le voulez, la fois prochaine et peut-être encore au mois de juin quand je ferai la dernière conférence. Merci, merci beaucoup, Izzy. Alors j'ai réactivé les micros et pour qu'on termine tous ensemble. En tout cas, merci infiniment. Hein, donc Izzy, merci et on peut vraiment vous remercier vraiment sur sacré exposé sur ces trois sujets qui chacun était très très lourd. Antisémitisme allemand, russe, polonais. Merci infiniment. Alors vous parliez de la prochaine conférence, Izzy. Je crois que c'est le 15 mai, c'est ça? J'en sais rien, mais tu dois avoir raison. Oui, c'est le programme dernier programme transmis par Anne, qui n'est pas là aujourd'hui, donc c'est a priori le jeudi 15 mai, mais bien évidemment il y aura comme à chaque fois donc un mail qui partira avec le programme et bien sûr le code pour cette réunion, mais a priori vu d'aujourd'hui c'est planifié au 15 mai. Voilà. Merci en tout cas infiniment et on se retrouve donc très très bientôt. Merci à tous. On termine avec le générique. Passez de très bonnes fêtes de Pessah pour ceux qui sont concernés. Alors ce soir pour info donc c'est ce qu'on appelle le Betikat Hametz. Avant d'entamer la fête de Pessah, on jette les dernières miettes de pain qu'on a trouvées dans la maison. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir pour le nettoyage, mais c'est la tradition. Et voilà, donc on va entamer donc la fête de Pâques qui va durer 8 jours, donc pendant toute la semaine à partir de samedi soir. Merci à tous, portez-vous bien, que de bonnes choses, et puis à très très bientôt. Voilà, allez, au revoir. Merci, merci tout le monde, merci. Au revoir. Bonne fête.